toutes et à tous. Un immense plaisir de voir 6 maisons d'édition réunies ce soir, du moins je l'espère, si tout va bien. 6 éditrices et éditeurs qui vont venir présenter leur rentrée littéraire d'hiver avec Vlil, et certaines apparaissent pour la première fois, d'autres sont des habitués des lieux, et ils se présenteront chacun à leur tour pendant 20 minutes pour vous faire découvrir les prochains titres qu'ils publieront. Alors ce soir, vous allez voir, écouter avec délice Aux Forges de Vulcain, Sonatine, Le Bruit du Monde, Emmanuel Colas, Les Argonautes et les éditions Anne Carrière. Alors c'est ainsi ce soir, hein, c'est la soirée des éditeurs, et pour ceux qui aimeraient découvrir des auteurs, vous avez la liste des rencontres de janvier et de février à venir sur le site vlil.com. Alors, on ne va pas perdre davantage de temps parce que vous êtes venus les écouter, et aujourd'hui, on va donc débuter avec le régional de l'étape David Meulemans, fondateur d'Aux Forges de Vulcain, qui va vous parler de ces 2 nouveautés de la rentrée avec un auteur qui lui tient particulièrement à cœur. David, c'est à toi. Eh bien, bonsoir. Donc, comme l'a dit Anthony, que je remercie. Et la seule chose qui est importante ce soir, c'est de vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Une année que j'espère pleine de milliers de joie et de plaisir et de milliers d'heures de lecture. Je viens juste de calculer que 1000 heures de lecture ferait beaucoup en une année. Mais voilà. J'espère que parmi ces heures de lecture, quelques heures seront consacrées à Luc Reinhardt. Alors, Luc Reinhardt, c'est un auteur un peu totémique pour les éditions Forges de Vulcain, puisque c'est un auteur dont la majeure partie de l'œuvre était inédite en langue française. Et les éditions Forges de Vulcain ont commencé un grand programme de traduire la totalité de l'œuvre de Luc Reinhardt. On a commencé par Invasion. Pour cette publication, Luc Reinhardt était venu en France plus grand que nature. Luc Reinhardt, c'est un Américain qui est né à la fin des années 20, non, au début des années 30, a fait ses études à Columbia. Il a beaucoup voyagé dans les années 60-70, et à partir de 69, il a commencé à écrire un roman qui s'appelle L'Homme D, qui est sorti en 71 en Angleterre, et puis aux États-Unis, et en 76 en France aux éditions du Seuil. Et donc, on vous prépare une actualité sur L'Homme D d'ici la fin de l'année, parce que ça sera les 50 ans de la première édition française aux éditions du Seuil. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de L'Homme D, mais du 3e roman de Luc Reinhardt, L'Odyssée du Vagabond, qui n'est pas inédit en langue française, puisqu'il avait été publié en 1983 aux éditions Robert Laffont. Ce qu'on propose, par contre, c'est une nouvelle traduction, puisqu'on fait traduire tout Reinhardt par un seul éditeur, qui est Francis Guèvremont. Ce qui est très important, parce que Reinhardt, c'est un auteur qui utilise beaucoup d'idiolectes américains. C'est un auteur qui est très attentif à la vie quotidienne, et donc il fallait quelqu'un qui ait une bonne connaissance du monde nord-américain, et c'est le cas notamment de Francis Guèvremont, qui est un traducteur canadien résidant en France et qui a très longtemps vécu aux États-Unis. L'Odyssée du Vagabond, c'est l'histoire d'une poignée de survivants qui, après un voyage de plaisance sur un bateau au large des États-Unis, s'apprêtent à revenir au début des années 80 aux États-Unis, alors que c'est une période de très très forte tension politique entre l'URSS et l'Amérique. Et alors qu'ils reviennent, le monde sombre dans la Troisième Guerre mondiale, dans l'Holocauste nucléaire, et le bateau va rebrousser chemin, et on rentre dans un récit de survie qui emprunte... alors j'étais sur le point de dire qui emprunte à la route de Cormac McCarthy, mais comme c'est antérieur de presque 20 ans à la route, ça n'emprunte pas à la route. Mais c'est dans une grande tradition du roman apocalyptique américain. En fait, je crois qu'une des références de Reinhardt, c'était La Peste écarlate de Jack London. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette novella de Jack London, mais comme une grande partie de l'œuvre de London, elle mérite d'être redécouverte. Et donc, ce petit groupe d'Américains va survivre.
Moi, j'ai adoré ce roman parce que ce qui est étonnant avec Reinhardt, c'est que c'est à la fois une œuvre très cohérente, au sens où on retrouve toujours Reinhardt, et puis à chaque roman, il part dans une direction complètement différente. On a eu droit à L'Homme D, qui est une sorte de roman de la contre-culture new-yorkaise des années 70. On a eu droit à Vent blanc, Cavalier noir, qui est une réécriture d'un KPDP japonais du XVIIIe siècle. On a eu droit à Invasion, on se croirait dans E.T. Et là, avec l'Odyssée du Vagabond, il y a un petit côté film des années 80, film d'action des années 80 avec du bateau, de la survie, de l'exploration, des conflits politiques. C'est The Walking Dead, mais 40 ans avant les Walking Dead, parce que finalement, on découvre que bien sûr, quand le risque, c'est pas tant de survivre à l'Holocauste, c'est que ceux qui survivront s'entretueront derrière. Je me rends compte que j'ai oublié de dire aussi que Reinhardt est un auteur qui est très drôle. Et donc, dans ce roman, il y a des choses très drôles. C'est sûr que le résumé ne le laisse pas complètement deviner. Et voilà, moi, il y a aussi quelque chose que j'avais pas assez remarqué sur Reinhardt, mais qui est très important, c'est que c'est quelqu'un qui a un très grand sens du récit humain. J'avais déjà remarqué que c'est un auteur dont une des grandes cohérences, c'est qu'il a ce sens du théâtre, ce sens du dialogue qui fait qu'il crée une sorte de fluidité dans ses romans, mais il a aussi un sens de l'humain qui fait que, bizarrement, ça a fait penser au grand Stephen King des années 80, qui étaient des grands romans de l'Amérique. Et voilà. Et moi, je suis très, très fier d'avoir cette nouvelle pièce qu'on ajoute dans notre grande aventure sur Reinhardt. Dorénavant, on sortira chaque nouveauté en janvier. Et on en a encore pour 7 ou 8 ans d'inédit de Reinhardt. Donc c'est beau, c'est drôle, c'est du récit d'aventure. Ça va vous faire penser aussi à Docteur Folamour. C'est voilà. Et c'est une couverture d'Elena Vieillard, comme d'habitude. Euh, et voilà, c'est le livre de janvier, il sort dans 2 semaines et demie. Et en fait, on prépare aussi un roman maritime aussi pour le mois de février. C'est toujours comme ça avec les forges, c'est-à-dire que quand je prépare les livres, je les prépare un peu dans le désordre complet. Et puis, quand arrive la publication, je me rends compte qu'il y avait une très profonde cohérence dans tout ça, sous l'apparence d'une effervescence anarchique. Et donc, le roman qu'on sort en février, c'est le nouveau roman de Gilberto Villarroel. Donc, on reste dans les Amériques, mais on bascule en Amérique du Sud. Nous sommes au Chili, tout au sud du Chili, et on suit les aventures de Lord Cochrane, qui est un marin écossais qui a vraiment existé, qui était républicain, qui était un inventeur de génie. Et dans cette aventure, Gilberto Villarroel s'inspire de faits historiques réels, parce que Gilberto Villarroel, il est aussi documentariste, et il a fait pour la télé chilienne une série documentaire sur Lord Cochrane, qui est un grand héros de la libération des pays d'Amérique du Sud, puisqu'il a participé à la libération du Chili, de l'Argentine, du Pérou, du Brésil, de la Californie et d'une partie du Texas et de la Grèce. Gilberto me dit toujours qu'il ne faut pas que j'oublie qu'il a aussi participé à la libération de la Grèce. Et donc, on est lors de la libération du Chili et Lord Cochrane et ses amis découvrent une sorte d'immense tunnel qui descend sous terre et qui passe sous le détroit de Drake. Et en fait, ce tunnel sous terre, peuplé de créatures étranges, mène à la ville de Cthulhu. Parce que ce que fait depuis plusieurs livres Gilberto Villarroel, c'est qu'il croise en fait le grand mythe, le grand roman national ou international de l'Amérique du Sud, avec les légendes Lovecraftiennes du nom de Lovecraft, cet écrivain américain du début du XXe siècle, 1890-1937, qui a inventé toutes sortes de mythes fantastiques. Alors récemment, on a reparlé de Lovecraft, puisque sur Netflix, il y a la série du cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Arte a aussi fait pour Noël une émission documentaire sur Lovecraft. Et donc, Gilberto Villarroel, il mélange ces deux sources, l'histoire et l'imaginaire Lovecraftien,
pour nous donner du roman d'aventure avec quelque chose de fantastique, de touchant, avec des personnages qui sont pleins d'immenses idéaux politiques et moraux. Et voilà, et c'est juste fantastique, c'est du grand roman populaire comme on n'en a pas lu depuis très très longtemps, avec une sorte de fougue et de générosité. Et voilà, c'est le 4e volume d'une série, sachant que les volumes sont conçus pour se lire indépendamment les uns des autres. Après, si vous voulez profiter vraiment de l'excellence, je recommande de lire le 3 et le 4. Le 3e volume, c'est Lord Cochrane et le Trésor de Selkirk. Et le 4e, c'est celui qui sort en février, c'est Lord Cochrane et les montagnes hallucinées. Et voilà, que dire d'autre? Il y a une sorte d'engouement autour de Rilberto parce que c'est un auteur chilien qui vit en France, qui a traversé la dictature chilienne, qui a été le scénariste et producteur des 2 premiers films de l'ère post-Pinochet, un film, un superbe film social. Quel teaser! Quel teaser, ce David! Il arrive à couper la connexion juste pour nous faire saliver. Non, j'ai peur malheureusement que la connexion soit coupée. David, ne nous entends plus, on est d'accord? J'ai pas l'impression. Alors, est-ce que Jeanne Évrard est là? Il me semble que oui, l'avoir vu passer. Oui. Bonsoir, Jeanne. Alors, si jamais David ne réapparaît pas, tenez-vous prête parce que ça va être à vous. Ok, c'est bon. On va attendre encore 15 secondes et on passera à vous, Jeanne, si jamais David ne réapparaît pas. David, toujours pas? Non, je n'ai pas l'impression. Alors, on va enchaîner avec, David reviendra peut-être tout à l'heure pour finir sa présentation. La 2e maison représentée ce soir, ce sont les éditions Sonatine, Royaume du Noir. Et c'est la première fois que nous les recevons. C'est Jeanne Évrard, éditrice, donc, qui va vous présenter les nouveautés du début d'année, avec un début d'année tonitruant, avec Hélory, que beaucoup, j'imagine, ici aiment et apprécient. Jeanne, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci Anthony pour votre invitation et puis à vous tous pour votre présence. Alors, par contre, attendez. C'est bon, j'ai coupé le son de Marie-Laure, c'est bon. Ah, ok, nickel. Donc voilà, merci à tous d'être là ce soir. Nous, on est très heureux de vous présenter Sonatine. Comme disait Anthony, c'est notre première fois, donc je vous remercie d'avance pour votre indulgence. On est très heureux de cette opportunité de vous présenter un petit peu Sonatine et les premiers titres qui vont lancer notre année 2023. Je vais peut-être commencer par quelques mots très rapides sur la maison. Donc, Sonatine a été créée en 2008. On publie une vingtaine de titres par an. Et on tient vraiment à cette production éditoriale resserrée parce que ça nous permet de consacrer tout le temps et le soin nécessaire à nos différentes parutions. On publie essentiellement des thrillers, mais notre ADN, c'est la littérature de genre au sens un petit peu plus large, ce qui nous permet d'explorer un petit peu toute la nébuleuse du noir, comme le disait Anthony. Donc, on publie des thrillers, des polars, mais également des romans noirs, des enquêtes journalistiques, et on va faire des petites excursions dans l'angoisse, dans le thriller historique, dans la dystopie, et depuis quelques années, dans le roman graphique. Si je devais citer quelques titres qui ont vraiment marqué l'histoire de la maison, donc il y a La fille du train de Paula Hawkins, qui est certainement le plus connu, mais aussi Les apparences de Gillian Flynn, Avant d'aller dormir de S.J. Watson, Seul le silence de R.J. Ellory, La religion de Tim Willocks, et j'aimerais bien continuer la liste encore longtemps, mais on n'a pas non plus trop de temps, donc je m'arrête là. Qui dit 2008 dit qu'on fête cette année nos 15 ans. Et on a vraiment hâte de célébrer cet anniversaire avec tout le monde, avec ceux qui nous suivent depuis le début, mais aussi avec tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route et qui nous rejoindront encore. Et on a vraiment hâte. Et du coup, comme on fête nos 15 ans, on se devait de commencer l'année avec le patron du polar, le fameux R.J. Ellory. Ellory, c'est un auteur avec qui on a une histoire très particulière puisqu'il a participé à l'aventure Sonatine depuis ses tout débuts, puisqu'on publie son premier roman en 2008, donc à la création de la maison, le roman Seul le silence, qui a fait date dans l'histoire du polar et dans celle de notre maison. Depuis, on publie un titre de lui par an, en alternant les nouveautés et tous ces romans inédits qu'on publie au fur et à mesure pour attraper notre retard.
Donc en janvier, on est très très heureux de commencer l'année avec tout ce que l'équipe au grand complet considère comme un grand cru Elori, une saison pour les ombres, que je vous montre ici, et qui a été traduit par Étienne Gomez. Donc, pour planter l'histoire en quelques mots, c'est celle de Jacques Devreau qui vit à Montréal. Et un jour, il reçoit l'appel d'un flic qui lui annonce que son frère a tenté d'assassiner un homme. Et donc, on demande à Jacques de revenir à Jasperville, qui est la ville de son enfance qu'il a quittée il y a des années pour une raison un petit peu inconnue, en tout cas au début. Et Jasperville, c'est une petite ville minière qui est paumée au fin fond du Canada, dans le Grand Nord. Donc, c'est très isolé. Il y fait très froid. Autour de la ville, il n'y a que des bois et des animaux sauvages, en gros. Et surtout, Jasperville a été le théâtre pendant l'enfance de Jacques d'une série de meurtres de jeunes femmes. Ce sont des meurtres qui sont restés inexpliqués et qui ont forcément un petit peu traumatisé la communauté qui a du mal à s'en remettre. Et donc, bien entendu, si Jacques revient sur les lieux de son enfance et d'une enfance aussi marquante, cela va raviver, son retour en tout cas ravive toutes les douleurs et les traumatismes du passé et les nombreux non-dits qui sont restés en l'état. Donc, on retrouve dans ce roman le goût d'Elori pour les intrigues denses, les personnages complexes et surtout une écriture atmosphérique qui habite longtemps le lecteur. C'est vraiment le sentiment qu'on a à chaque fois qu'on finit un de ses livres, c'est que ce livre reste et toute l'ambiance qu'on a ressentie, toutes les émotions qu'on a ressenties restent longtemps avec nous. Ceux qui connaissent déjà Elori savent que son territoire de prédilection, normalement, c'est les États-Unis, mais voilà, cette fois-ci, il fait une petite incursion en changeant de cadre et en se rendant au Canada. Et il nous plonge dans une ambiance qui est totalement sauvage, isolée, échevelante. C'est un roman assez émouvant, moi je trouve vraiment, qui continue de nous habiter longtemps. Et pour ça, on voulait vraiment lui consacrer toute la place qu'il mérite. Et donc, c'est notre seul titre de janvier, parce que voilà, pour le maître du polar, il fallait au moins ça. Je passe ensuite au mois de février. Donc, on va retrouver d'abord 1795, sur lequel je vais passer un petit peu rapidement parce qu'il s'agit du 3e tome d'une trilogie qu'on adore chez Sonatine. Le tome 3 peut se lire indépendamment, mais ce serait vraiment dommage de ne pas commencer par les 2 premiers tomes, 1793 et 1794, qui sont disponibles chez Pocket. Et faut commencer par le premier et lire le 2e et ensuite s'attaquer au 3e pour vraiment pouvoir se plonger dans ce qu'a créé Niklas Natt och Dag. C'est une plongée au cœur de la révolution suédoise dans un Stockholm qui est poisseux à souhait. Et vraiment, je vous recommande cette trilogie parce que Niklas Natt och Dag, il a vraiment dépoussiéré le thriller historique pour tous ceux qui pensent que c'est encore des petites histoires un petit peu plus douces. C'est très, très, très loin d'être le cas et ceux qui l'ont lu le savent. Sa trilogie, c'est sombre, fiévreux, haletant et c'est absolument addictif. Donc voilà, on est très heureux de la clôturer en fanfare. Et je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous parler de notre autre titre de février, La dernière maison avant les bois. Donc, chaque année, chez Sonatine, on va publier des auteurs classiques, des auteurs récurrents qu'on a l'habitude de voir régulièrement au catalogue, des découvertes. Et surtout, on a toujours des petites pépites avec ce petit truc en plus qui fait que ça devient des coups de cœur absolus de toute l'équipe et qu'on est extrêmement emballé autour de ces titres. Et c'est vraiment le cas avec ce roman qui est un véritable ovni du catalogue. Donc, c'est un petit défi d'en parler, mais je suis ravie de le faire. Pour parler un petit peu de l'histoire, donc on suit Ted Bannerman, le protagoniste principal de l'histoire, qui est un type un peu bizarre. Il vit dans une maison isolée au fin fond des bois, comme l'indique le titre. Il nourrit ses oiseaux à longueur de journée. Il enregistre des recettes de sandwich un peu bizarres sur un dictaphone. Et on suit sa petite vie comme ça, et puis on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On apprend qu'un enfant a disparu il y a des années près de chez lui. On apprend qu'il a été accusé. On nous dit aussi que ça a été à tort. Donc, on devrait être rassuré. Et pourtant, il y a un malaise palpable qui continue et on se dit que vraiment, on est qu'au tout début de l'histoire. Je suis obligée de m'arrêter déjà là parce que si jamais je vous spoil ce livre, je vais être maudite sur 10 générations, donc je ne peux pas en dire plus. Sachez en tout cas que vous n'avez jamais rien lu qui ressemble de près ou de loin à ce roman. Peut-être que dès le début, vous allez être accro.
ou alors les premières pages vont vous déstabiliser, mais faites-moi confiance et poursuivez la lecture. Vous allez être surpris, vous allez être ému, vous allez être ébahi, vous allez être bousculé, et surtout vous allez être baladé d'un twist à l'autre sans jamais imaginer où l'autrice souhaite vous emmener. Et je vous assure que vous allez en faire des suppositions et ce sera jamais ça. Catherine Howard a un talent de conteuse incroyable et son roman n'a aucun équivalent en littérature. La seule comparaison que je puisse faire, c'est en allant du côté des séries. On peut penser par exemple à ce qui a été fait avec The Hunting of Hill House, où le genre de l'angoisse et les codes de l'angoisse servent à parler de l'humain, d'histoire humaine, de traumatisme et éventuellement de guérison. Je vais allumer le micro pour dire un petit truc. Vas-y. Pour les bruits. Oui, je m'inclus dans la discussion de la présentation de Jeanne, parce que c'est vrai que c'est un vrai coup de cœur pour l'ensemble de l'équipe et c'est vraiment un roman totalement inclassable. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose, on rentre dedans, il y a des évidences qui se confirment, il y a des évidences qui ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Donc voilà, faut vraiment se laisser porter par ce titre, ne pas chercher à savoir parce que de toute façon, ce que vous croyez comprendre et ben en fait, ce ne sera pas ça. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ce livre vraiment est inclassable, c'est très angoissant. Et puis moi, j'aime bien quand même faire des petits rapprochements avec certains autres titres ou univers. Ben là, ce ne sera pas en littérature parce qu'effectivement, je rejoins Jeanne quand elle dit qu'on a rarement vu ce type de livre. Mais pour moi, il y a un côté très Hitchcockien quand même dedans, à différents niveaux. Donc voilà, n'hésitez pas quand il sortira. Il sort le 16 février. Voilà. Oui, effectivement, comme le dit Marie-Laure, on ne sait pas décrire ce livre. Ce n'est pas un page-turner, ce n'est pas un thriller psychologique. Ça ne parle pas d'une disparition d'enfant, ce n'est pas le portrait d'un homme dangereux. C'est tout ça et c'est tellement, tellement, tellement plus que ça. Faut le lire pour comprendre la claque Catherine Howard. En fait, il n'y a que comme ça qu'on peut l'expérimenter. Je voulais juste finir sur, vous l'aurez compris que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc, quand on m'a donné le manuscrit à lire, j'étais à fond, j'ai été complètement retournée. Dès l'instant où je l'ai fini, j'ai commencé à harceler toute l'équipe en leur disant « faut lire, faut lire. La traduction arrive, s'il vous plaît, lisez-le, il faut que j'en parle, j'ai besoin de parler de ce bouquin. » Et à partir du moment où ils ont commencé à le lire aussi, c'était pareil. En fait, on n'a qu'une envie, c'est que d'autres gens puissent le lire pour enfin pouvoir partager cette expérience ensemble. Et donc voilà, on a vraiment hâte que vous le découvriez. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là aussi, c'est que Sonatine, c'est du polar, du thriller. On a aussi des titres assez littéraires, hein, comme Un profond sommeil qui est sorti à la rentrée littéraire dernière de Tiffany K. Tyson. On a eu Duchesse de Chris Whitaker. On a David Joy qui n'est pas dans la catégorie polar. Et il se trouve que celui-ci en Angleterre a été sur une liste d'un prix dans 2 catégories, en catégorie littérature et en catégorie horreur. Donc c'est assez intéressant aussi de voir que ce type de livre un peu ovni se retrouve comme ça dans 2 catégories d'un grand prix en Angleterre. La sélection du prix, j'oublie. Sélection Priel, oui. Et oui. Pardon. Et puis, petite info aussi qu'on a eue en dernière minute, il a été sélectionné pour le Grand Prix des lectrices de Elle. Donc voilà, on croise les doigts pour la suite, mais on espère qu'il va vivre sa belle vie. Je ne sais pas s'il nous reste un tout petit peu de temps pour teaser la... J'imagine pour Johann Spar. Bah oui, obligé. Alors, on n'a pas encore le livre fini, mais on peut quand même vous montrer le bébé. Donc voilà, on est extrêmement heureux au mois de mars d'accueillir Johann Spar au catalogue. Dans sa première excursion dans la baie des Noirs. Du coup, c'est un roman graphique qui est vraiment génial, qui se passe d'abord à Paris, mais ensuite il va très vite nous amener à Nice, et ceux qui le connaissent savent à quel point cette ville est importante pour Johann. Et on sent qu'il s'éclate et on s'éclate avec lui. Il se fait vraiment plaisir. C'est les codes du polar, mais c'est à l'image de Johann. Donc en fait, c'est aussi extrêmement touchant, mélancolique, et à la fois c'est extrêmement drôle et cynique. Et enfin voilà, on est très très heureux de faire ce projet avec lui. Hop. Et s'il me reste encore un tout petit peu de temps, dans une autre de nos pépites de l'année qui va arriver, c'est le titre est assez long, mais il est à peu près aussi décalé et génial que ce roman. Donc, c'est Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. C'est un whodunit australien. C'est une famille complètement dysfonctionnelle qui se retrouve le temps d'un week-end dans un chalet enfermé au milieu de la neige. Et il y a un mort.
Et comme le titre l'indique, parce qu'il a été extrêmement bien choisi, tous les membres de la famille sont potentiellement coupables puisqu'ils ont tous déjà tué quelqu'un. Voilà. Et c'est super divertissant et très drôle à lire. Avec le livre de Stephenson, on est à mi-chemin entre Agatha Christie et puis ces films qui cartonnent en ce moment sur Netflix, à couteau tiré et Onion Glass. On est vraiment dans cet état d'esprit-là, en fait. C'est assez jouissif, c'est assez marrant, c'est assez barré. Parfait. Et on a oublié de présenter Marie-Laure Pascaud, donc, de chez Sonatine. Vous l'avez reconnue. Elle est maintenant chez Sonatine et on est ravis aussi. Et nous aussi, on est ravis. J'imagine. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Jeanne et Marie-Laure? Ou je redonne la parole à David? Alors, étant donné qu'on a un peu grignoté de temps de David, on va peut-être lui rendre. Je ne sais pas si toi, tu voulais ajouter un truc. Alors, c'est parti. Merci à toutes les deux. Merci infiniment à toutes les deux et j'espère vous retrouver bientôt. David, est-ce que tu es de retour? Je suis de retour et en fait, il m'a fallu de longues minutes pour me rendre compte que je n'étais plus comment dire, dans l'émission. Donc, je pense que j'ai fait la meilleure présentation de ma vie parce qu'il a fallu que je me chauffe. Et puis, quand la caméra s'est coupée, c'est là où j'ai tout donné, où c'était vraiment... Mais... Là, le chat était là. Le chat avait envie de lire Reinhardt et Cochrane. Non, mais c'était... Je ne sais pas du tout où j'ai coupé. Je pense que j'ai coupé en cours de Cochrane. Je peux juste vous dire que Reinhardt et Cochrane, c'est deux très grands romans d'aventure. Chez Cochrane, vous êtes plus, enfin, les aventures de Cochrane par Gilberto Villarroel, vous êtes à la fois dans le fantastique et dans la littérature populaire. Du côté de Reinhardt, c'est le grand roman américain parce que Reinhardt, c'était le dernier grand écrivain américain. Et c'est des fantasy romans avec des superbes traductions. Et je suis très fier de les publier avec cette joie particulière que Gilberto Villarroel, eh ben, il vit en France. Et donc, on traverse la France avec lui de salon en salon et de librairie en librairie. Et voilà. Alors, tu as encore un petit peu de temps, David, si tu le souhaites, pour peut-être présenter ou en tout cas teaser peut-être sur mars-avril. Alors, très rapidement, certaines le savent peut-être, les éditions Forge de Vulcain sortent d'une folle aventure qui est la publication d'une double trilogie qui s'appelle Le cycle de la Tour de Garde, qui est de la fantaisie littéraire, roman d'aventure aussi, roman politique aussi, de Guillaume Chanet-Jean et Claire Duvivier. Et en fait, cette année, on va publier les volumes 3 de ces deux trilogies. Ça va être exceptionnel parce que c'est des auteurs qui, au lieu de servir une nouvelle fois un plat qu'ils ont déjà préparé, ont pour principe d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. Et donc, ces volumes 3 sont exceptionnels et je pense que les échos de ces deux textes, on les entendra encore très longtemps. Et donc, après ces volumes 3, je pense que nous ne ferons plus de fantaisie avant très longtemps parce que ce sera très dur de faire de la fantaisie derrière. Et donc, on a décidé de faire... Enfin, j'ai décidé... Parce que oui, j'ai décidé de faire tout à fait autre chose, à savoir de la science-fiction francophone. Donc, c'est le début de la science-fiction francophone au catalogue des Forges, puisqu'on va publier une trilogie dont les 2 premiers volumes arrivent cette année, le premier en mars, le deuxième en octobre. Et cette trilogie de science-fiction, c'est une trilogie de science-fiction de Pierre Aufaste, que vous connaissez peut-être comme auteur de littérature générale, mais Pierre Aufaste, toute sa vie, s'est brimé parce qu'en fait, dans son cœur, depuis l'adolescence, c'est un lecteur d'Asimov, c'est un lecteur de Frank Herbert. Il a toujours voulu faire de la science-fiction et donc il a écrit une trilogie qui s'appelle la trilogie baryonique, qui remet de la science et de l'humanisme dans la conquête intersidérale. Et voilà, le premier volume s'appelle La tragédie de l'orque. C'est à la fois... Ça va ravir les fans de SF, ça va ravir les fans d'Eurofast. C'est beau, c'est intelligent, c'est politique, ça redonne foi dans la science, ça arme pour essayer de réformer le monde et sauver l'humanité de ses erreurs. Et voilà. Incroyable nouvelle, la science-fiction. La science-fiction, Eurofast, c'est le cocktail pour ce début d'année. Voilà. C'est une très bonne nouvelle. Si tu en as terminé, David, J'en ai terminé. Je vous remercie énormément. Merci de votre patience pour les problèmes techniques et bonne année à tout le monde.
Merci à toi aussi, David. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec une troisième maison à présent. C'est Le Bruit du Monde avec Adrien Servière, qui est le cofondateur de la maison et que nous recevons aussi pour la première fois. Et j'en suis ravi. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de vous avoir, Le Bruit du Monde. Vous êtes basé à Marseille et c'est Adrien qui va vous présenter donc cette dernière dans un premier temps et ensuite les prochaines sorties littéraires que vous nous avez concoctées. Adrien, c'est à toi. Merci beaucoup, Anthony. Merci de nous accueillir et merci pour l'organisation de cette belle soirée. Le plateau est quand même assez remarquable. C'est de rigueur et de saison. Avant de commencer, je vois quelques visages connus. Avant de commencer, je vous présente à tous et toutes mes meilleurs vœux, que cette année soit riche en bonheur et en lecture enthousiasmantes, en lectures qui nous émeuvent, en lectures qui nous font voyager. Et ça tombe plutôt bien parce que au Bruit du Monde, on a ce genre de livre, évidemment, pour 2023. Alors, comme tu le disais, Anthony, c'est la première fois qu'on vient. La maison est quand même assez jeune, même si nous, on ne l'est plus tout à fait. Peut-être je vais commencer par par me présenter moi et présenter un peu la maison. Donc, je suis Adrien Servière, cofondateur du Bruit du Monde. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'univers du livre, univers dans lequel je suis rentré par la librairie. J'ai été libraire plusieurs années dans une librairie en province, puis à Paris. J'en garde un amour très fort pour les libraires et les librairies, un amour et presque une admiration même. C'est un métier que je trouve absolument remarquable et en France, on a beaucoup de chance d'avoir toutes ces librairies. Ensuite, j'ai travaillé dans une maison d'édition orientée plutôt sur les sciences humaines, où j'étais directeur commercial. Et puis, j'ai rejoint il y a 8 ou 9 ans le groupe Gallimard pour y travailler dans la diffusion. La diffusion, c'est un peu l'étape invisible de la chaîne du livre. C'est l'intermédiaire entre la maison d'édition et le libraire, donc les gens qui vont vendre les livres des éditeurs aux libraires avant qu'ils sortent. Et voilà. Et donc, il y a bientôt 2 ans maintenant, j'ai cofondé avec Marie-Pierre Grassedieu, qui elle aussi travaillait chez Gallimard, mais elle était à l'éditorial et pas au commercial. Antoine Gallimard lui avait confié la direction de la collection de littérature étrangère chez Gallimard, qui est la collection du monde entier. Et on a décidé de se lancer il y a 2 ans, donc avec elle un profil plutôt éditorial, moi un profil plutôt commercial. On s'est dit que ça semblait assez complémentaire et donc on s'est lancé en décidant de créer le Bruit du Monde à Marseille, ce qui a quand même une certaine importance dans les choix éditoriaux de la maison. On a cherché vraiment comme un autre angle de vue sur le monde. Et voilà. Alors, le Bruit du Monde, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est en quelque sorte un catalogue dont la promesse serait d'être le réceptacle des bruits du monde, avec une ambition pour chacun des titres qui pourrait être celle d'amener le lecteur à emprunter des routes et des chemins qu'il n'a jamais empruntés auparavant. On est absolument convaincu qu'un livre peut nous permettre de mieux appréhender, d'une part, la complexité du familier et en même temps des réalités un peu plus lointaines, ce qui se traduit en termes éditoriaux par, l'année dernière, on a publié à la fois un livre dont le théâtre était l'archipel des Comores, le feu du milieu, qui était une sorte de conte qui n'était pas sans rappeler les mille et une nuits. Et dans le même temps, on a publié un livre dont l'auteur vit à 3 km des bureaux sur la fin des chantiers navals de la Seine-sur-Mer. Donc, le Bruit du Monde, ça englobe vraiment le monde dans son entièreté. On a publié un livre qui se passe à Amsterdam dans l'univers des modérateurs de contenu, un univers inquiétant qu'on connaît mal. Et dans le même temps, on publiait un livre, le 4e roman d'Anna Hope, dont le décor était un rocher blanc au large du Mexique, autour duquel de nombreuses croyances ont agité l'humanité depuis plusieurs siècles. Donc, c'est un catalogue qui raconte le monde. On a décidé de ne s'imposer aucune restriction de genre. Ça veut dire qu'on publie à la fois de la littérature, qu'on publie des sciences humaines dès lors qu'elles sont racontées avec une trame narrative forte et marquée. On ne publie pas les sciences humaines dures, déjà parce qu'on n'y comprend rien, et qu'on veut vraiment participer à ce mouvement de vulgarisation et de démocratisation des sciences humaines, ce qu'on a fait avec un livre qui s'appelle Château Pékin. Et on ira même sur le terrain du roman graphique, puisqu'on prépare pour la fin de l'année le premier roman graphique de la maison. Voilà pour les présentations de la maison. On est là pour parler de janvier 2023 et c'est donc ce que je vais faire. Janvier 2023 pour le Bruit du Monde, c'est
deux titres, l'un traduit et l'autre pas. D'un côté, un livre qui s'appelle « Un passage vers le Nord » d'Anouk Arout-Pragazam, et de l'autre, un livre qui s'appelle « Demain les ombres » de Noël Michel. Alors, Un passage vers le Nord, d'abord, c'est le deuxième roman de l'auteur. Le premier avait été publié aux éditions Gallimard en 2016 et s'appelait « Un bref mariage ». Pour vous présenter l'auteur rapidement, Anouk est né en 1988 à Colombo, qui est la capitale du Sri Lanka. Il est donc très jeune. Il est né de parents tamouls, originaire du nord du pays, même si lui n'a en réalité jamais connu de façon directe et n'a jamais été en contact avec la guerre civile au Sri Lanka, qu'on connaît assez mal en France, mais qui a quand même sévi entre 1983 et 2009. Et il est parti ensuite étudier à New York, où il a eu un doctorat de philosophie, ce qui n'est pas anodin parce que ça se ressent vraiment beaucoup dans ce livre-là. C'est un livre qui n'est pas facile à pitcher. En fait, cet après-midi, quand je me suis demandé comment j'allais vous parler de ce roman, il est très riche, il est très dense, il est très intense. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques semaines, Anouk était en France et qu'il avait lui-même fait une présentation du roman. Et je me suis dit que, alors, évidemment, la présentation faisait une demi-heure, donc je ne vais pas vous la faire en intégralité, mais je me suis dit que vous lire un extrait de ce qu'Anouk avait dit me paraissait intéressant et que ça me paraissait être une bonne porte d'entrée pour ce livre. Donc, j'ouvre les guillemets, c'est plus moi qui parle maintenant, c'est lui. Et il vous raconte un peu la genèse de ce livre. Certains événements semblent exister par-delà le temps et demeurer fixés dans nos esprits vifs et primordiaux, suspendus dans une espèce d'infini présent, même lorsque les autres souvenirs tout autour s'estompent. Ces événements restent avec nous tandis que nous nous levons, tandis que nous mangeons et tandis que nous travaillons. Ces événements persistent à travers les diverses vicissitudes de la vie quotidienne et même lorsque nous quittons leur orbite, nous redevenons inexorablement attirés par leur force gravitationnelle, telles des planètes qui retournent vers leur étoile native. Pour moi et pour les membres de ma communauté, cet événement, c'est la destruction de la société tamoule dans le nord du Sri Lanka durant les 2 dernières années de la guerre civile. Malgré mon absence lorsque cet événement survint, peut-être précisément parce que j'étais absent, cet événement a façonné ma façon d'écrire plus que tout ce que j'avais ressenti ou vécu avant. Dans mon premier roman, Un bref mariage, je tentais de me projeter au milieu de cette grande violence, une pénitence modeste, intime, née de la honte, de mon corps indemne et de ma vie facile. Ce roman était un livre difficile à écrire. Quand je l'ai terminé, j'ai désiré retourner à des thèmes moins douloureux, écrire sur des situations plus proches du monde que j'habitais vraiment. J'ai commencé l'écriture d'un deuxième livre sur la relation entre un jeune homme et sa grand-mère à Colombo, un roman sur le désir, le vieillissement et le passage du temps, partiellement inspiré par le magnifique roman Extinction de Thomas Bernhardt. Ce nouveau livre était supposé explorer l'aspiration et la possibilité d'une libération. Mais à mesure que les pages s'accumulaient, je commençais à remarquer que mon sujet précédent, la violence, refaisait surface de manière détournée et inattendue, à la manière de lapsus qui révélait soudain les plans de ma conscience. Dérangé par leur apparence, j'enlevais comme par réflexe ces épisodes de violence de mon texte, et il m'a fallu plusieurs années pour accepter ce qui aujourd'hui semble l'évidence. J'étais toujours incapable de tourner la page. J'ai décidé que je n'allais pas écrire exactement sur la violence, mais plutôt sur ce que représentait le fait d'être un témoin éloigné d'une telle violence, un témoin inapte à agir ou à intervenir, puis incapable d'oublier. Lorsqu'un tel degré de violence s'enracine dans notre conscience, nous commençons à trouver inadéquates les habitudes les plus anodines et les plus intimes. Elles nous semblent désormais frivoles, absurdes, voire irrespectueuses. La vie de tous les jours devient l'objet d'une constante surveillance et d'un dérangement permanent, l'objet d'un incessant questionnement sur ce qui est en accord ou en désaccord avec la prise de conscience du génocide. J'ai décidé qu'au lieu de décrire directement la violence, exercice dorénavant trop douloureux pour moi, j'allais tenter dans ce nouveau roman d'explorer calmement et attentivement toutes les manières par lesquelles la violence est compatible ou incompatible, fermée à ou ouverte au monde soi-disant ordinaire. Et c'est une introduction assez remarquable déjà, c'est un peu difficile de parler après lui, mais voilà, pour vous raconter un peu le début du livre, on suit les aventures de Krishan. Krishan est un jeune homme tamoul qui vit à Colombo, et le roman s'ouvre sur ce qui est pour lui une double déflagration. D'une part, il apprend la mort de Rani. Rani est une femme originaire du nord du pays qui prenait grand soin de sa grand-mère depuis plusieurs années. Et d'autre part, il reçoit un email d'Anjum. Anjum, c'est la femme par qui il a été quitté quelques mois plus tôt et qui le hante encore. Donc, ça se situe une dizaine d'années après la fin des événements. Et c'est l'histoire d'un voyage vers le nord, de son voyage en train vers le nord, où il se rend pour enterrer Rani.
moi, quand on m'a parlé du livre pour la première fois et qu'on m'a dit c'est l'histoire d'un voyage en train où un jeune homme part dans ses pensées et ça fait 350 pages, j'étais à minima perplexe, voire plus. La réalité, c'est que c'est un livre rare. Moi, ça fait un sacré bout de temps que je n'avais pas lu des livres comme ça. Vous savez, parfois, on a l'impression, le sentiment qu'un livre vous est spécialement adressé, spécialement destiné. Alors, on confronte avec d'autres lecteurs qui l'ont lu aussi et on est souvent frustré et déçu parce qu'on se rend compte que la magie n'a pas opéré avec eux. Et ce livre-là, toutes les personnes à qui on l'a fait lire pour l'instant, et que ce soit la diffusion, que ce soit nous dans l'équipe, que ce soit les premiers retours de libraires, on a tous eu ce sentiment qui nous était adressé. Et je crois que c'est en ça que ça en fait un livre rare. On oublie que c'est un auteur sri-lankais, on oublie que c'est un livre où il est question de guerre. Il y a des questions véritablement qu'on se pose tous, que ce soit, qui touchent vraiment à l'universel. Que ce soit sur nos désirs, nos aspirations, que ce soit sur le passage du temps, que ce soit sur comment se libérer de nos contraintes. Et malgré la violence du décor, et il le dit beaucoup, lui, il y a un environnement qui est violent parce qu'on parle de la guerre, parce qu'on parle de massacre. Bah, paradoxalement, c'est un livre qui nous berce et qui nous apaise. Il y a presque une certaine douceur par moment. Et voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je vous en ai déjà dit beaucoup sur ce livre-là. Il est sorti ce matin, vous dire qu'il fait vraiment l'unanimité auprès de tous ceux qui l'ont lu, malgré, et tous ceux qui avaient des réticences comme moi à se plonger dans un voyage en train de 350 pages dans la tête d'un jeune Sri-Lankais. Tout le monde a été assez renversé par ce livre-là. Anthony, je n'ai pas du tout regardé le chrono et je ne sais pas où j'en suis. Écoute, tu es véritablement parfait. Tu as encore plein de temps, tu as encore quasiment un quart d'heure. Ah, super. Du coup, un mot sur le deuxième livre qu'on va publier. Alors là, changement de décor assez radical pour ce deuxième livre qui s'appelle Demain les ombres de Noël Michel, autrice française installée à Gand en Belgique et qui signe là son deuxième roman, le premier ayant été publié par un éditeur belge. Un mot sur la rencontre avec Noël parce que c'est une rencontre un peu particulière. On l'a rencontré très tôt après la création de la maison d'édition, car elle est, figurez-vous, la traductrice d'un des deux premiers livres que nous avons publiés, qui s'appelait Les choses que nous avons vues, traductrice du néerlandais. Et on l'a invitée en décembre 2021, je crois, à venir passer quelques jours au bureau pour travailler justement sur la traduction de ce texte-là. Elle a passé, je crois, 3 ou 4 jours au bureau. On a évidemment beaucoup échangé avec elle sur plein de sujets différents. On a réalisé à quel point elle était passionnée par la science. Elle a une formation scientifique, elle a un parcours professionnel scientifique aussi. À quel point, et ce n'est pas anodin, elle avait été marquée par la lecture du livre Sapiens, que j'imagine beaucoup d'entre vous ont lu, et qui, moi, m'a d'ailleurs beaucoup marqué aussi. Bref, on a beaucoup discuté de tout ça, ça s'est très bien passé. Puis quelques semaines après, elle nous a envoyé un manuscrit en nous disant, bah voilà, ça c'est ce que j'ai écrit, parce que par ailleurs, en plus de la traduction, j'écris. Et on s'est retrouvés un peu tiraillés, quand dans ces cas-là, on a toujours une sorte de double sentiment. C'est un peu une grande curiosité de découvrir ce texte-là, et en même temps, on se dit, oulala, si on ne l'aime pas, comment on va gérer ce truc-là? Bon, on l'a lu. Et là, je suis en train de vous en parler. Donc, c'est que non seulement on l'a aimé, mais il nous a rendu en réalité assez addicts. C'est un livre que je vais essayer de vous pitcher sans trop en dévoiler. C'est l'histoire d'une rencontre. Pas d'une rencontre entre deux personnages, d'une rencontre entre deux espèces. Ces espèces, c'est Sapiens, donc nous, et Néandertal. En réalité, ces espèces, elles ont déjà cohabité sur Terre. Donc, quand vous commencez le livre, vous êtes en immersion dans un clan de Néandertal. Vous faites la connaissance de certains personnages, Lune Rousse notamment, qui est une femme très forte dans la tribu. Et ces personnages vivent dans une nature quasiment intacte. On comprend que l'environnement, malgré tout, est plutôt hostile. Il y a une bête qui rôde, il y a des confins, des endroits où il ne faut absolument pas aller. Bref, on est clairement, il n'y a aucun doute là-dessus, on est en pleine préhistoire. Et puis, au bout de 3 pages, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. On n'est pas du tout à la préhistoire. On est, au contraire, dans un monde qui ressemble d'assez près au nôtre. D'assez près, peut-être que l'espèce humaine est encore un peu pire, et pire que ce qu'elle est réellement. Peut-être que la nature est encore un peu plus abîmée que ce qu'elle n'est réellement. Mais on comprend quand même qu'on est aujourd'hui, et on n'est pas il y a quelques milliers d'années,
en arrière. Et on rencontre aujourd'hui un groupe de scientifiques un peu fous qui sont super excités parce qu'ils bossent sur un projet dont ils connaissent pas vraiment tout, mais en tout cas, ils sentent que c'est excitant. Et ce projet, c'est de recréer à partir des souches d'ADN une espèce de Néandertal. Ils ne savent pas trop où ça va les mener, nous non plus, évidemment, quand on les livre, et on comprend en revanche très vite que tout n'est pas très net. Et ce projet de recréation des Néandertals a pour but de les enfermer, entre guillemets, à l'air libre, de mettre des petites caméras autour et d'en faire une émission de télé-réalité qui s'appelle Néant Story. Voilà, ça c'est le pitch. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. On est ballotté dans tous les sens. J'ai très envie de vous raconter la fin qui est absolument épatante, mais évidemment, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, il faut s'accrocher. Moi, j'ai souvenir de l'avoir commencé ce livre à un moment où je me disais que je n'avais pas le temps de tout lire. Et en fait, j'ai tout lu. Et en fait, c'est terrible, mais c'est addictif comme de la télé-réalité. Avec une profondeur qui va en revanche bien au-delà de la télé-réalité, parce que c'est un livre qui est éminemment politique. Il y est question beaucoup de féminisme, il y est question de notre rapport à l'altérité, en fait. Il y est question de la manière dont Sapiens considère ce qui n'est pas Sapiens. Je dirais que, ouais, comment on cohabite avec ceux qui nous ressemblent un peu, mais pas complètement, et aussi comment la science aujourd'hui guide nos pas et comment Sapiens a continué depuis longtemps et continue aujourd'hui et semble vouloir continuer pendant longtemps son entreprise de domination sur le monde, sur les autres espèces à tout prix. Et plus on avance dans le livre, et plus ces questions-là sont frappantes. Alors, il y a un point commun qu'on a tous eu à l'intérieur de la maison qui est assez drôle. On s'est tous dit, on ne lit pas de science-fiction d'habitude. Et là, force est de constater que ça a hyper bien marché. Et c'est le cas. Et on ne lit pas de science-fiction d'habitude, mais là, ça a quand même hyper bien marché. Et c'est certes un roman d'anticipation qui, moi, m'a rappelé, comme beaucoup de gens, quand j'étais ado, je lisais Barjavel, après j'ai lu Damasio. Ça renvoie très clairement à ce genre d'univers et c'est remarquable. Pour la petite histoire, quand même, je ne sais pas si vous la connaissez, Marilène Patoumatis, qui est une des plus grandes spécialistes de la préhistoire, a lu ce livre. Elle en est tombée complètement dingue. Elle va d'ailleurs participer à la promo activement. Et on a donc la caution scientifique en plus pour ce livre-là, ce qui, paradoxalement, pendant la lecture, je dirais que, pas dire qu'on s'en fout, mais la caution scientifique, elle est assez secondaire. On tourne les pages, on y va, que ce soit vrai, pas vrai, on s'en fiche. On est happé par l'intrigue. Et voilà. Donc ça, c'est notre rentrée de janvier. Peut-être un petit mot très rapide sur février. J'ai l'impression qu'il y a des lecteurs de polar parmi vous. On publiera en février le premier polar de la maison. Et je peux vous dire que ça déménage. Ça s'appelle Le cimetière de la mer. L'auteur est norvégien. Là aussi, il y a une petite histoire assez drôle. C'est qu'on a acheté les droits de ce livre avec l'agent, des négociations, des trucs hyper compliqués. Enfin bon, on était contents, on a acheté notre premier polar norvégien. Le livre était super et on a appris au moment où on avait signé que l'auteur, qui est norvégien, qui est une star en Norvège, c'est l'équivalent de Jonas Bø en Norvège. Donc c'est vraiment une star, c'est la première fois qu'il est traduit en France. Cet auteur-là est installé à Marseille depuis 6 ans, il parle parfaitement français et le lendemain, il était au bureau, il toquait à la porte et il est venu nous rencontrer. Et ce qui va faciliter évidemment la promo. Mais voilà. En gros, c'est un mélange de romans d'aventure du 19e et de la série Succession. On évolue dans l'univers d'une des plus grandes familles norvégiennes et la matriarche de cette famille se suicide sur le domaine familial et elle laisse derrière elle un manuscrit inachevé dans lequel sont conservés énormément de secrets de famille qui pourraient bien mettre en péril tout l'empire de cette famille-là. Et c'est à la fois, effectivement, il y a ce côté roman d'aventure du 19e, il y a un côté géopolitique très fort parce que l'auteur est un personnage assez incroyable qui a été journaliste au Moyen-Orient, qui a été soldat dans les Balkans, il a traversé la Terre dans tous les sens. Donc ça, c'est pour février. Et ça devrait plutôt déménager. Et l'autre titre de février, très différent, si j'ai encore le temps, Anthony, je n'ai pas entendu, mais je crois que c'est oui. S'appellera De minuit à minuit. C'est un premier roman en prose d'une jeune autrice franco-tunisienne qui s'appelle Sarah Mishkin, qui est installée à Paris et qui est une sorte de lettre d'une mère à une fille. La mère
vit sur la colline du Crac à Paris. On lui enlève sa fille. Et ce texte-là, on change vraiment d'univers. C'est quand même assez dur. C'est une longue lettre de la mère à la fille. Il y a question évidemment de drogue, de marginalisation, de colonisation. C'est un texte très court, très dense et qui se lit aussi d'une traite et qui est assez remarquable et qui sortira début février. Parfait. Et je vous remets la couverture du polar parce que je l'ai raté, mais elle est là. Comme ça, tout le monde peut la voir aussi. Voilà, je pense que tout le monde la voit, le cimetière de la mer de Aslak-Noré. Est-ce que tout le monde l'a vu? Je pense que c'est bon. C'est parfait. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Vous m'entendez, Adrien? Oui, pardon, c'est à moi que vous parliez. Non, excusez-moi, je croyais que vous demandiez si… Non, j'ai fait le tour, moi. S'il y a des questions, je suis ravi d'y répondre. Mais, il y a une question, on peut la poser. Il nous reste encore 5 petites minutes. Sinon, on passe la parole à Emmanuel Colas. S'il y a des questions, c'est le moment. Non. Dernier mot. Allez, OK. Merci Adrien. Merci infiniment. Merci à vous toutes et à vous tous. Et bonne suite de réunion. Merci. Alors, Emmanuel, est-ce que vous êtes là? Emmanuel Colas. Oui. Oui, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, on poursuit notre aventure éditoriale avec Emmanuel Colas pour les éditions Emmanuel Colas. Vous en êtes la fondatrice et on vous a déjà reçu à plusieurs reprises, notamment pour présenter votre maison d'édition, mais aussi pour certains auteurs, certaines autrices comme Muriel Zac récemment ou Djaïli Amadou Amal, dont évidemment on est fan, tout comme Muriel. Emmanuel, c'est à vous pour nous présenter donc les 3 romans de la rentrée que vous allez défendre ardemment, j'imagine. Merci. D'abord, merci à vous pour ce que vous faites, parce que sans vous, on ne pourrait rien faire quelque part. On a besoin de vous en tant que lecteur, et vous particulièrement, Anthony aussi, pour tout le monde que vous réunissez autour de vous. Bravo. Et merci de votre présence à tous et puis meilleurs vœux pour 2023. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en 2023, mais en tout cas, on sera là et on sera là tous ensemble. Pour commencer cette année, donc, j'ai choisi de m'inscrire dans mon travail qui s'inscrit dans le temps et dans un catalogue raisonné, je dirais, avec des thématiques qui sont toujours ancrées dans l'intime, le politique, le social, tout en restant littéraire. Peu de livres, 7 cette année, des textes choisis, que je choisis parce qu'il me semble nécessaire, des nouveaux auteurs et d'autres que je suis parce que j'y crois, et des enjeux très forts, puisque peu de livres, mais pour une maison qui reste indépendante. Donc, 3 livres, Corps de verre de Sikanda de Kéron, qui paraîtra le 3 février, La nuit barbare, qui paraîtra le 7 avril de Zadig Amroun, et Cuba Spleen, qui paraîtra le 5 mai de William Navarrete. Ce seront donc, c'est là mon premier semestre. Après, nous nous retrouverons au deuxième avec d'autres livres, mais j'ai choisi de vraiment défendre ces 3 ouvrages qui s'inscrivent, je vous dis, dans la continuité par rapport à ce que je fais depuis déjà longtemps. Non seulement chez Emmanuel Colas, mais avant chez Galahad. Alors tout d'abord, Sikanda de Kéron, c'est une jeune auteure, autrice, comme vous voulez, que j'ai eu la chance de découvrir grâce à Hubert Haddad il y a longtemps, quand elle avait 19 ans, aujourd'hui elle a 26 ans. J'ai déjà publié un premier roman de Sikanda qui est paru en 2020, donc un moment un peu particulier entre les mouvements sociaux et le confinement. On ne l'a peut-être pas vu passer, mais en tout cas, c'est une autrice brillante de la nouvelle génération qui est très préoccupée de la place des femmes dans une société ainsi que de l'avenir de la planète. Et donc, c'est
je souhaite réellement lui donner sa chance et essayer de l'accompagner le plus possible dans son travail d'écriture. Ce texte qui parle de la transition climatique, de tout ce qui concerne l'industrialisation, les dangers de l'industrialisation pour la planète, s'inscrit dans le travail que j'ai pu faire, écoutez, puisque vous parlez de Djaïli Amadou Amal, avec Cœur du Sahel, où on parlait déjà du changement climatique et de ses conséquences sur l'humain, ou il y a plus longtemps chez Galahad, j'avais publié un texte qui s'appelait « On a vidé la mer » de Yashar Kemal, qu'il avait écrit dans les années 70 et qui était un des premiers textes sur la question de la transition climatique et de la façon dont l'humain maltraite notre planète. Et donc, pour moi, c'était naturel et évident d'accompagner Sikanda de Kéron dans la publication de ce texte. Alors, je vous disais donc que ce roman porte sur les dangers de l'industrialisation au détriment de l'humain et de la nature. Quelques mots sur l'histoire. Deux jeunes filles, Mila et June, s'infiltrent dans un complexe d'innovation industrielle pour tenter d'évaluer l'impact de l'industrie, notamment agroalimentaire, sur la flore, la faune et les populations. Et la question que pose ce texte, c'est comment l'humain détruit la planète. Alors, elles vont mener une enquête et au cours de cette enquête, elles vont rencontrer l'amour. L'une, June, va rencontrer Siem, une femme très engagée, activiste de l'environnement, prête à tout pour sauver la planète. Je dirais, c'est l'option l'écologie ou la mort. La deuxième, Mila, est beaucoup plus humaniste et elle rencontre Temel, un photographe qui est brillant, qui est rescapé de guerre grâce à son talent et qui a été embauché il y a déjà longtemps par le pôle d'innovation pour témoigner par les photos qu'il prend du meilleur de leur activité. Donc, qui défend ce que développe ce pôle industriel. Et nous voici donc embarqués dans une course folle, pleine de péripéties, de suspense, au milieu d'un monde qui aurait pu être celui d'une fable, d'une dystopie. D'ailleurs, au début où Sikanda me parlait de ce texte, pour moi, c'était il y a quelques années, et pour moi, c'était encore une dystopie. Aujourd'hui, malheureusement, cela résonne étrangement avec l'actualité. Je ne vais pas vous raconter cette histoire, la fin de l'histoire, parce qu'il y a du suspense et ce serait dommage de vous priver de ce plaisir de lire et de découvrir cette histoire. C'est un texte jeune, fort, sur les enjeux environnementaux et de préservation d'une planète en danger. Et vous y trouvez des personnages très, notamment féminins, et qui éclairent parfois une autre facette de l'écologie que celle qu'on connaît, et à un moment où commence à dérailler quand même assez doucement notre humanité. Alors moi, ce texte, si je l'ai aimé, c'est qu'il s'inscrit dans des romans d'écologie qui existent, qui ont commencé à apparaître dans les années 70, 75 exactement, et qui continuent de paraître. Et souvent, il porte sur la nature, sur le sauvage, le retour à la nature, je dirais, plus que sur la question, ce sont souvent des dystopies, et moins sur le danger de l'industrialisation. Et il en est un que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Le gang de la clé à molette, qui est paru en 1975 et que j'avais vraiment aimé. Et depuis, on voit peu ce genre qui abordait ces questions-là. Depuis, on n'a pas vu trop de livres de ce type. Et puis, à l'autre bout, je dirais récemment, L'invention des corps de Pierre Ducrozet. Voilà, ce sont deux livres que j'ai aimés et celui-ci, j'ai trouvé qu'il s'inscrivait dans une complémentarité par rapport à ces textes qui existent sur la question de l'écologie. Donc, je vous laisse le découvrir. C'est le premier texte que je sors donc pour le mois de janvier, ce que nous appelons la rentrée littéraire de janvier. Et j'espère que vous porterez avec moi ce roman et que vous accueillerez Sikanda de Kéron. Je passe donc au printemps. Au printemps, j'ai deux textes. Alors, La nuit barbare de Zadig Amroun, dont je vous ai donné une couverture qui est peut-être appelée à changer.
mais pour l'instant, c'est celle avec laquelle nous travaillons. C'est un dessin d'enfant, mais qui parle peut-être pas autant, puis qui est un peu sombre. Nous cherchons aussi d'autres choses. Moi, j'aimais bien ce dessin, mais, et vous allez comprendre pourquoi je l'avais choisi, mais il est possible qu'elle change, hein, je vous préviens. Alors, La Nuit barbare de Zadig Amroun. Zadig Amroun ce n'est pas un premier roman, c'est un troisième roman. Il est connu pour avoir publié Le Pain d'exil aux éditions La Table Ronde. Et puis, donc c'était en 2016, par là. Et puis, aux éditions Emmanuel Colas, Le Miroir des Princes, 2018. Là aussi, une rencontre que je dois, encore une fois, et je ne l'ai pas fait exprès, à Hubert Haddad. Et là, pour cette fois-ci, c'est tout simplement parce que nous sommes rencontrés, Zadig et moi, grâce à la revue Apulée, dans laquelle il écrit, et moi aussi. C'est un immense écrivain. Ses deux premiers romans ont rencontré un succès d'estime. Et là, mais c'est un écrivain qu'il faut suivre parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne peut faire qu'écrire et qui doit écrire et qui va écrire longtemps. Ce texte, La Nuit barbare, est un court roman, très court, polyphonique, où vont s'entremêler plusieurs voix. La voix du narrateur, qui est un bon élève, un enfant de l'immigration, un enfant de la République, de l'école de la République, un rat de bibliothèque, qui aime la danse, qui aime le chant. Celle du même enfant, mais c'est le voyou latent, donc une deuxième voix, et puis celle de la mère, qui est analphabète et qui est une conteuse d'exception. C'est un roman où la dimension orale est présente partout, dans les langues, dans la musique, puisque nous sommes dans une famille d'immigrés venus d'Algérie, une famille donc née française en Algérie, mais devenue algérienne en France. Donc les langues sont très présentes. Celle que l'enfant entend par sa mère, l'algérois, et le français, bien sûr, et puis les langues qu'il apprend parce qu'il aime la musique. Alors, c'est l'italien, mais aussi les autres langues, l'anglais, enfin, il y a plein de langues, et à la fois, ça se lit très, très bien, c'est extrêmement fluide, on est dans cette oralité, mais qui est portée par une écriture somptueuse et extrêmement jubilatoire. Ce texte, donc, dans ce roman, l'auteur, en fait, se livre à l'exercice de l'autoportrait. Il aborde le contexte des années 70-80 et notamment derrière cet autoportrait d'un enfant puis d'un adolescent qui va à l'école, qui est très brillant à l'école, mais qui fait attention de ne pas passer pour le premier de la classe parce que sinon il sera mal considéré là où il vit par les autres. En fait, il aborde aussi des questions graves qui sont la question de la violence, notamment les violences faites aux femmes, les mariages forcés, la séquestration en France, dans ces familles, et notamment à propos de ses sœurs. Les premiers enfants, les sœurs notamment, ont été sacrifiés. Que va-t-il se passer pour ceux qui suivent? Et il parle aussi de l'inceste dans les familles, le secret de l'inceste. Il évoque aussi toute cette génération des années, je vous dis, 70-80, qu'il appelle, je dirais, la génération ferme ta gueule, c'est-à-dire on ne parle pas, on ne dit rien, on parle français, on va à l'école, on ne raconte rien. Et il fait ça d'un geste très rapide, avec beaucoup de résilience et dans une écriture, mais jouissive. Je vous le dis, j'ai adoré ce texte, j'ai adoré le lire, l'éditer, et c'est un texte qu'on lit, on le lit en le
en le parlant, je dirais. C'est un texte qui méritera d'être beaucoup lu aussi, je dirais, mis en scène, je dirais, mis en espace. Alors, qui est l'auteur? L'auteur, il est normand d'adoption, il vit à Caen. Il a vécu toute son enfance et son adolescence dans la région. Il est algérien kabyle, donc de ces familles nées françaises en Algérie, puis revenu en France, et donc algérienne. Là, il aimait petit l'opéra. Il fut donc chanteur d'opéra. Il est agrégé d'anglais. Il fut donc professeur et traducteur de l'anglais. Aujourd'hui, il écrit pour l'essentiel de son temps. Il milite beaucoup sur les questions interculturelles, sur les questions LGBT, et il s'intéresse à l'islam progressiste. Tout son temps, il le passe à écrire pour des romans, pour le théâtre, et à militer dans des associations, et en tout cas et aussi animer des résidences d'écriture un peu partout, et notamment en prison. Dans mon catalogue, ce texte trouve tout à fait sa place avec, vous vous souvenez peut-être, j'ai pu parler de Sabrina Kassa, dont j'ai publié 2 livres, ou Walid Ajar Rachedi, que j'ai présenté l'année dernière pour la rentrée littéraire de janvier avec Qu'est-ce que j'irais faire au paradis? Eh bien, ou Timour Mouhidine, la fille de l'ethnographe. On est exactement dans ce lieu du catalogue. Et là, je dirais, avec Zadig Amroun, on retrouve donc cette génération des années 70-80, alors que Walid, c'était plutôt 90-2000, avec une résilience qui passe par l'art et la conciliation des cultures. Alors, pour finir le 3e texte de William Navarrete, c'est un écrivain cubain qui vit en France depuis 30 ans, qui réside entre Paris et Nice. Il est traducteur, journaliste et écrivain. Il a écrit de nombreux romans. Les premiers ont été publiés chez Stock. L'un d'eux a été publié donc chez moi, aux éditions Emmanuel Colas, Vidalina, qui était une saga familiale entre Cuba, Miami et l'Espagne, une histoire de femmes. Alors c'est encore une fois une rencontre grâce à un voyage que j'ai fait pas du tout à Cuba mais à Buenos Aires exactement quelques semaines après avoir perdu ma première maison d'édition et avant de créer l'autre. J'avais été invitée à Buenos Aires, j'ai rencontré plusieurs personnes et à un moment, ça a été un moment un peu particulier, une sorte de parenthèse bizarre où j'ai appris à dire des choses au passé et à imaginer le futur. Et c'est par ce voyage que j'ai eu la possibilité de rencontrer en rentrant William Navarrete. C'est une rencontre d'amitié, une rencontre forte et un dialogue qui s'est instauré entre lui et moi, et pas seulement, puisqu'il a écrit pour la maison aussi Le Tour du monde en 80 saveurs avec son compagnon Pierre Bignami, qui est une invitation au voyage, un voyage gourmand. Et là, il arrive avec un récit, je dirais plutôt, disons un roman, mais un roman là aussi où il se raconte, mais comme la mémoire est traître, on met toujours de la fiction quand on commence à essayer de raconter sa propre histoire, si l'on peut. C'est un roman intelligent, fluide et sarcastique sur Cuba et la France. On retrouve la particularité de William, c'est que c'est un conteur avec une forme d'ironie tragique qui fait que Cuba Spleen, c'est l'histoire d'un enfant qui grandit en dictature, qui grandit dans une dictature que nous connaissons assez bon, en fait qu'on connaît mal. On connaît mal comment ça se passait sur place. On parle souvent d'autres choses et d'un programme politique, on parle de plein de choses, mais on ne connaît pas en fait le quotidien. Et c'est raconter le quotidien d'un enfant puis d'un adolescent
qui vit à Cuba. Il explique, il raconte, il explique, il critique, il dénonce ce que fut sa vie en dictature, en tout cas tel qu'il se la rappelle. Cela le conduit à s'interroger d'ailleurs sur l'avenir des démocraties occidentales. Il revient donc à Cuba où, en littérature, il essaie de se souvenir de tout ce qu'il a vécu. Il raconte d'anecdote en anecdote, il raconte tout ce qui faisait son quotidien, la peur, l'absurde de ce qui s'y passait et aussi la manière dont il s'est échappé grâce à un tout petit tableau qu'il pensait beaucoup plus grand qui s'appelle Les Noces de Cana et qui se trouve aujourd'hui au Louvre. C'est un texte, Cuba Spleen, c'est un texte, je dirais, de revanche autant sur la dictature qui l'a obligé à quitter son pays et depuis il n'y est jamais retourné et qui a fait de lui un éternel voyageur. Et puis aussi peut-être un clin d'œil à ceux qui ont le qualificatif de dictature un peu trop facile sur nos propres pays. C'est un récit intime, plein d'humour. C'est aussi une réflexion inquiète sur la France de demain. Et le conteur étant ce qu'il est, c'est un texte que j'aime beaucoup et c'est un texte que j'ai choisi de publier au printemps. C'est un texte qui nous invite à découvrir autrement un autre monde, mais toujours je dirais, là, c'est entre Cuba et la France. Alors voilà, ce sont 3 textes différents qui, pour moi, explorent chacun des thématiques qui sont dans le catalogue, ce catalogue que j'invente au long cours. Et je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant présente pour des questions, si vous le souhaitez. Merci Emmanuelle. Comme toujours, faites vivre la littérature à travers vos mots. Et on a toujours envie, comme à chaque fois, de découvrir ce que vous publiez. Alors merci. Et s'il y a des questions, c'est le moment, bien sûr. Pour ceux qui veulent poser des questions, il nous reste encore un petit peu de temps. Pour une fois, tous les éditeurs ont respecté le timing. Et ça, c'est plutôt rare. Alors, merci à tous. S'il n'y a pas de questions, on va passer aux Argonautes. Apparemment, personne ne se manifeste. Bon, écoutez, merci. Merci de votre attention, de votre fidélité, de vos enthousiasmes. Et merci à vous, Anthony, et bonne soirée. Au revoir. Merci, Emmanuelle. Je vous en prie. Alors, on va passer aux Argonautes, une éditrice surprenante puisque c'est sa première publication aujourd'hui. Katharina, est-ce que vous êtes là? Je crois l'avoir vu tout à l'heure. Katharina. Est-ce que Katharina Loavenhoff est là? J'ai l'impression. Est-ce que, au pire des cas, est-ce que Stéphane Carrière est là? Vous me faites une blague, c'est ça? Au pire des cas, il arrive. Bon, merci Stéphane de me sauver la mise. Tu vas bien, Anthony? Ça va, très bien, très bien. Et toi? Très bien. C'est un plaisir d'être avec vous tous et toutes. Et je suis ravi aussi. On fait un dernier appel pour Katharina, sait-on jamais? Est-ce que Katharina, vous êtes là? Non. Tout à fait, je suis là, pardon. Pardon. Parfait. Bonsoir Katharina. Bonsoir. Alors Stéphane, un tout petit peu de patience alors. Ah, je suis désolée, je suis désolée. Katharina, je suis ravi de vous retrouver parce qu'on avait déjà organisé une première rencontre alors que la maison d'édition n'existait pas encore concrètement. Elle n'avait pas encore publié ses premiers livres il y a 6 mois. C'est une première et je suis ravi de vous retrouver en janvier 2023 puisque c'est le début de l'aventure et vous devez mourir d'impatience de voir vos livres sur table en librairie. Tout à fait. Je vous laisser la parole parce que vous défendez 2 voire 3 textes dès le début d'année et on est ravis de vous entendre à cette occasion.
Oui, oui, merci. Merci tout d'abord pour cette occasion magnifique de revenir sur Lille et de pouvoir vous présenter mes livres et ma maison. C'est effectivement important pour moi parce que je pense que voilà, il faut que je me fasse connaître. Je suis toute nouvelle dans cette sphère. J'ai donc fondé les Argonautes en 2021 dans l'été avec d'abord un projet assez innovant et différent où je voulais mettre en avant la littérature européenne traduite. Et j'ai donc créé une carte interactive et participative, la carte des Argonautes, qui permet d'explorer la littérature européenne et notamment les traductions en français. Et donc, tous les livres qui me paraissaient importants, trop peu vus, trop peu présents et dans les médias, enfin un peu partout, parce que le problème de cette littérature étrangère traduite, c'est qu'il y a énormément de préconçus. On a toujours l'impression que c'est un peu trop compliqué, on n'arrive pas à prononcer les noms des auteurs. Donc, venant de l'édition, ça fait 20 ans que je suis dans l'édition, ça m'a toujours chagriné un peu. Donc, j'ai voulu rendre cette littérature-là plus visible. Pourquoi quelqu'un m'a dit quel joli accent? Oui, je suis allemande, je pense que ça s'entend toujours, ça va toujours s'entendre. Ça fait 20 ans que je vis en France, mais je viens de Berlin. Et pour moi, l'Europe, en tant que berlinoise qui a vu le mur tomber, l'Europe, ça a toujours été bien plus que le libre-échange économique. C'est quand même quelque chose qui est une énorme richesse culturelle, une énorme patrimoine culturel et historique que moi, personnellement, j'adore et que j'aimerais bien donc voir un peu plus mise en avant ou mise en lumière. Donc, ça, c'était l'idée des Argonautes. J'étais responsable du service de littérature étrangère chez Gallimard, où j'ai vu que des auteurs comme Orhan Pamuk, comme Ludmila Ulitskaya ou encore Peter Handke et Herta Müller, qui au début, on disait toujours ah, c'est compliqué, ils n'ont pas des lecteurs, et à un moment, ils avaient quand même le prix Nobel et des lecteurs très fidèles qui les adorent et qui attendent leurs livres. Et donc, pour moi, c'est une littérature qui a surtout besoin de temps et d'une longue haleine et d'une ouverture d'esprit qui peut-être au début un peu plus exigeante que pour la littérature américaine ou anglo-saxonne en général, qu'on connaît tous, mais qui a beaucoup à nous offrir, notamment au niveau de la diversité et justement de notre patrimoine européen qui est tellement riche et tellement fascinant. Donc, je pense que je ne vais pas refaire la présentation pendant une heure. Je vous parle de mes livres et effectivement, j'ai très hâte. Demain, c'est le premier livre qui sera en librairie. C'est celui-là, c'est Marente de Moor. Donc, la Vierge néerlandaise, je sais de vous montrer que vous puissiez voir. Donc, c'est un livre comme j'ai envie de les publier aux Argonautes. Et effectivement, j'ai même gardé ce livre-là un peu sous le coude depuis un petit moment parce que ça m'a pris longtemps de fonder ma propre maison, mais j'étais tout de suite, je suis tombée amoureuse de ce texte pour la simple raison que ce n'est pas seulement une grande autrice, Marente de Moor, qui est la fille de Margriet de Moor, que certains parmi vous connaissent éventuellement. C'est une grande romancière néerlandaise, et donc sa fille, elle écrit de manière complètement différente, mais elle est aussi déjà très connue aux Pays-Bas et traduit largement dans le monde. Elle a reçu tous les prix possibles, dont le prix de l'Union européenne pour ce livre. Et c'est un livre qui
qui réunit un peu tout ce que je veux faire. Donc, il y a beaucoup d'atmosphère, il y a une forte présence du lieu où joue l'histoire, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille dans l'entre-deux-guerres qui est envoyée par son père à travers la frontière. Donc, elle est néerlandaise et elle est envoyée par son père en Allemagne pour se perfectionner en escrime au fleuret. Elle s'aperçoit pas tout de suite pourquoi elle est envoyée là. Il y a un grand maître d'escrime qui va lui enseigner, la perfectionner en escrime. Mais il y a autre chose dont elle s'aperçoit. Donc, le grand maître d'escrime, Egon von Bötticher, c'est un aristocrate, un homme noble qui tient beaucoup à l'amitié, aux anciennes valeurs de soldats et de hussards. Donc, c'était un hussard de corps dans la Première Guerre mondiale, dans la Grande Guerre. Il est blessé, il a une gueule cassée, et néanmoins, la jeune fille, donc Jana, elle tombe tout de suite amoureuse de lui. Et voilà, c'est un peu l'histoire de la jeune fille et de son maître, et on pourrait trouver ça peut-être même un peu trop classique, mais c'est écrit avec une élégance et avec une très belle langue qui m'a tout de suite convaincue, parce que c'est presque désinvolte comment Jana, elle y va avec, en pleine conscience de cause. Elle tombe amoureuse de cet homme qui est blessé, qui est perturbé, qui en fait est incapable d'accueillir ce nouveau temps de l'entre-deux-guerres, d'affronter la modernité et la fin des anciens codes d'honneur. Donc, et c'est très, très bien fait comment l'autrice compare cet univers de l'escrime qui est une bataille, une affrontation, avec cette relation amoureuse, impossible, et avec cette situation en Allemagne dans l'entre-deux-guerres où les deux mondes s'affrontent, et en fait, le monde ne sera plus jamais, comme dit Jana, c'est un voyage sans retour. Le monde ne sera plus jamais le même avec l'arrivée du nazisme. Et c'est très, très bien écrit. Et j'ai vraiment, voilà, c'est un roman comme je les aime, très européen et très envoûtant. Et j'espère qu'il va plaire aux lecteurs français autant qu'à moi et à tous ces lecteurs qu'il a eu dans le passé. Il y a notamment aujourd'hui, c'est ma grande fierté, j'ai eu un article pour ma rente de mort dans le monde du livre, donc une page entière, je suis aux anges. C'est formidable. Et j'espère donc que l'accueil sera comme nous avons prévu et espéré. Donc, c'est traduit par Ariette Ounanian. Arlette Ounanian, une grande traductrice du néerlandais qui a fait un travail formidable. Et donc nous avons vraiment, ça fait plusieurs mois qu'on a travaillé sur le texte avec Arlette, avec notre équipe éditoriale. Et voilà, j'espère que vous allez découvrir les résultats. Et voilà, je passe à notre deuxième publication qui paraîtra le 3 février, donc dans un mois. C'est le livre de Peitim. Je vous montre les épreuves parce que le livre est arrivé aujourd'hui de l'imprimeur, mais je ne l'ai pas encore, moi. Donc, Peitim Statovci, c'est un auteur que certains parmi vous connaissent peut-être déjà. Il est traduit du finnois par Claire Saint-Germain, donc également une traductrice très, très reconnue et que personnellement j'aime beaucoup, qui est une vraie spécialiste. Donc ça aussi, pour les Argonautes, c'est très important, les traducteurs qui sont pour nous des vrais passeurs entre les cultures. Et donc, nous avons travaillé avec Claire Saint-Germain qui a déjà traduit 2 ouvrages de Peitim Statovci aux éditions Desnoël et chez Bucher-Chastel. Récemment, donc, c'est un auteur qui
qui est aussi typique pour ce que je voudrais faire avec les Argonautes, dans le sens qu'il a été publié de manière assez... donc, il a été vendu sur les grandes foires du livre de manière assez spectaculaire. Il est traduit dans 17 langues. Il est représenté par un agent littéraire très important, l'agence Wiley à Londres. Et donc, ça arrive souvent avec ces auteurs-là qui sont assez spectaculaires, qui sont achetés assez rapidement et dans des enchères par des éditeurs qui, après, publient cet auteur qui n'est pas facile à publier. Je pense que ça, c'est assez clair. C'est un auteur de grande qualité, mais il est de nationalité finlandaise, il est d'origine kosovare et il écrit sur la guerre, les guerres en Yougoslavie et sur des relations homosexuelles. Donc, ce n'est pas tout facile. Et donc, c'est ce genre d'auteur qui a un tel talent que tout le monde se l'arrache sur le marché international. Et parfois, ça tombe quand même entre les chaises. Et moi, je trouve ça très dommage parce que Pajtim Statovci, effectivement, il n'avait plus d'éditeur en France, malgré l'énorme qualité de son écriture. Donc, pour ce livre, il a reçu quand même le prix Finlandia, qui est l'équivalent du Goncourt en Finlande. Et ça, il est le plus jeune auteur de l'avoir reçu jamais dans l'histoire de ce prix. Donc, en dessous je pense qu'il avait 29 ans. Donc, c'est un auteur avec un talent immense qui a peut-être un peu trop tôt percé et après il a été lâché parce qu'effectivement difficile à publier. Mais pour ceux qui le connaissent déjà, je pense que c'est évident que c'est un auteur qui va encore aller très très loin. Et pour moi, c'est une immense fierté de pouvoir le publier et de pouvoir l'accompagner dans ce chemin. Donc Bolla, c'est une ancienne légende albanaise. Qui parle c'est un serpent démoniaque et destructeur. Et l'auteur, il articule autour de cette légende l'histoire d'un amour impossible entre deux hommes, Arsim et Miloš. Arsim, il est albanais. Les deux vivent au Kosovo. Ils sont des étudiants au Kosovo. Et Miloš, il est serbe. Donc, ils font partie des deux ethnies qui vont se confronter dans la guerre. On est en 1995 au Kosovo. Et la guerre est en train d'éclater. Donc, on sent déjà la tension entre les ethnies quand Miloš et Arsim se rencontrent. Et c'est le coup de foudre. Arsim ne savait même pas qu'il était attiré par les hommes. Il est marié. Sa femme vient de lui dire qu'elle attend un enfant de lui. Et il s'aperçoit qu'en fait, il faut qu'il vive autrement. Il tombe éperdument amoureux de cet homme, de Miloš. Il commence donc une double vie avec Miloš et il commence à être violent avec sa femme aussi. Ce n'est pas un protagoniste très sympathique. Et l'auteur raconte donc l'histoire de cet amour qui est impossible dans ce temps parce que Arsim va devoir fuir la guerre avec sa famille. Il émigre au Finlande. Et quand il revient, il se met à la recherche, après la guerre, il se met à la recherche de Miloš. Et je pense que c'est pas une divulgation qu'il ne faut pas faire, mais il retrouve Miloš entièrement brisé après la guerre, parce que Miloš, il est chirurgien, il a travaillé au front, et donc dans le récit, ça s'alterne, donc on apprend ça assez rapidement, c'est pour ça que je ne vous cache rien. Il est au front et il doit sauver des soldats, des blessés. C'est terrible, il ne supporte pas ça. Et c'est donc un roman sur à la fois la violence, la destruction, la guerre et cet amour et cette envie de vivre son identité ou de vivre sa vie, de vivre tout court dans un temps où c'est quasiment impossible. C'est magnifiquement écrit et
vraiment, dès la première page, on sent une maîtrise et une élégance poétique qui est hors norme et je ne peux que conseiller. Donc, j'en suis très, très fière et pareil, on a travaillé avec la traductrice encore le mois dernier avant le BAT pour affiner le texte jusqu'au bout et c'est vraiment, c'était un travail qui m'a fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'on parle du troisième texte? Il faut parler du troisième. Je ne sais pas quand j'ai commencé, donc j'espère que vous m'interrompez quand je suis trop longue. C'est bon, Katharina, c'est bon. Merci, Anthony. Donc ça, c'est la publication du mois de mars, Asta Olivia Nordenhof. C'est un livre assez spectaculaire parce que c'est le premier d'une série de 7 livres que l'autrice est en train d'écrire. Donc, le deuxième va être publié au Danemark, je pense que dans le mois d'août seulement. C'est traduit du danois par Hélène Hervieux, qui est également une traductrice très accomplie déjà, avec laquelle c'est un plaisir de travailler, qui a une maîtrise de la langue. Enfin, et c'est justement en échangeant avec Hélène que j'ai compris l'ampleur ou l'envergure du projet de l'autrice qui, au début, m'a plu. Donc, ce texte m'a convaincu par l'écriture de l'autrice, toujours. Pour moi, c'est toujours l'écriture, la langue. Mais en fait, ce qu'elle fait, elle fait partie de cette génération de jeunes auteurs qui n'ont pas du tout peur d'aborder des sujets politiques avec une grande franchise. Et pour moi, de ma génération, moi j'ai presque l'impression d'une naïveté à la Greta Thunberg, mais qui fait que... une naïveté qui arrive à quelque chose, qui arrive à dire des choses que pendant trop longtemps, nous n'avons pas dit parce que ça nous paraissait trop complexe. Donc, Asta Olivia Nordenhof, elle fait une critique du capitalisme farouche avec ses livres et avec ce premier livre, parce qu'elle écrit sur la situation sociale dans cet état-providence de la Scandinavie, donc qui est en crise depuis des décennies maintenant. Et elle met ça en lien, et ça c'est l'événement qui lie tous les 7 livres qu'elle va écrire. Elle met ça en lien avec une catastrophe, ou c'est pas une catastrophe, c'est un drame, une incendie criminel d'un grand bateau, d'une ferry low cost qui a été incendié pour récupérer l'argent de l'assurance. Donc, quelque chose qu'on entend tout le temps dans les actualités. Ça arrive souvent. Donc, le grand bateau était inscrit aux Bahamas, appartenait à des sociétés un peu bizarres dont on ne sait jamais à qui ils appartiennent vraiment, était hautement assuré et a été mis, on a mis le feu sur ce bateau, mais 2 fois, on a mis le feu et on a pris de l'argent de l'assurance, et c'est quelque chose d'assez courant, ou c'était assez courant dans les années 90. Sauf qu'en 1990, ce bateau-là duquel parle l'autrice, donc la Scandinavian Star, a pris feu et 150 personnes ont trouvé la mort dans ce feu. Donc, c'était pas voulu, mais c'est arrivé parce que c'était trop, ils sont allés trop loin avec leur escroquerie. Et l'autrice, elle explique ça d'une manière, donc sur page 60, elle explique tout d'un coup, elle explique cette histoire, elle explique avec des mots, c'est presque un essai, avec des mots assez simples, comment ça se fait qu'ils ont quand même pu encaisser l'argent, même après que 150 personnes sont péries dans cette horrible escroquerie. Mais tout ça, c'est au milieu d'une histoire qui est toute autre, parce que c'est l'histoire de Kurt et Maggie, un couple modeste et qui essaie de vivre
de vivre dans un amour qui, au début, une vraie passion et qui commence, qui malsaine dans le... voilà, qui est violent. Les deux, ils ont dû se prostituer quand ils étaient jeunes. Donc, il y a beaucoup de mépris de l'un pour l'autre et d'eux-mêmes pour eux-mêmes. Et ils ont une fille, ils ont un peu de succès dans la vie, donc ils trouvent leur chemin. Mais la vie ne leur permet pas, et c'est presque, ça sonne presque par hasard, qu'ils ne trouvent pas leur bonheur. Leur vie est un échec horrible et ils ne sont pas heureux. Et au début, on pense donc, voilà, ils prennent des mauvaises décisions, c'est atroce, on voit, on leur suit avec le plus... Enfin, c'est une écriture qui nous prend tout de suite à la main et on n'arrive plus à sortir de cette histoire, c'est très prenant. Mais on se dit, ça doit être Lazare ou ça doit être... Et du coup, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas du tout Lazare, mais c'est une sorte de destin social duquel il n'arrive pas à se libérer et qui est le même scandale social, en fait, qui fait aussi que ce bateau prend feu, que les gens périssent et que finalement, quelqu'un encaisse l'argent. Donc, c'est très... moi, je n'avais pas besoin d'adhérer complètement aux propos politiques de l'autrice pour savourer cette histoire de Kurt et Maggie qui est vraiment magnifique. C'est la description de toute une vie, vie à l'échec, très, très poétique, drôle parfois et très beau. Mais c'est quand même, on reçoit quand même un coup dur quand on comprend comment l'autrice tisse les liens pour nous expliquer ou pour nous faire voir ce qu'est ce capitalisme qu'elle critique. Et moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle va faire pour son deuxième livre. On n'en sait rien, c'est un grand secret. 7 livres sur ce sujet du désastre de la Scandinavian Star. Et je pense qu'à chaque fois, elle touche seulement à ce sujet. Elle construit ses romans autour de ce sujet. Donc, moi, je ne peux pas attendre. Donc, c'est traduit également, comme la plupart de mes auteurs, c'est largement traduit dans le monde. C'est une jeune autrice qui est très reconnue pour sa poésie, qui a été largement traduit également. Là, c'est le premier roman qu'elle a écrit qui a eu un succès international. Elle a également eu le prix de l'Union européenne, mais elle a été aussi nommée pour le très prestigieux prix du Conseil nordique. Et je pense qu'elle a encore, pareil, comme Pajtim Statovci, elle a encore une longue carrière devant elle et j'ai hâte de voir ce qu'elle fait. Merci, Katharina. Merci infiniment. On vous souhaite surtout le meilleur pour les Argonautes dans les mois à venir. Que ce merci beaucoup. De maison d'édition soit comme vous le souhaitez surtout. Donc, merci, Katharina. Merci. Merci, Anthony. Merci à tout le monde. Alors, on va finir la soirée avec Stéphane Carrière pour les éditions Anne Carrière, donc, puisque tu les diriges. Nous t'avions déjà reçu pour les coulisses de ta maison d'édition, mais aussi avec les 3 auteurs de la dernière rentrée littéraire. Une très belle rencontre dont on se souvient encore. J'imagine que tu vas nous faire saliver ce soir encore, Stéphane. Donc, c'est à toi. Je ne prends pas davantage la parole. Bonsoir à tous. Je suis absolument désolé et honteux, mais en fait, j'étais absolument persuadé de passer de 20 à 40. Et j'ai une obligation un peu compliquée là, donc je vais devoir faire très vite. Ah, ok. Et pardon, mais j'ai regardé ton dernier mail et c'était vraiment 20-40. Et donc, vraiment, pardon pour tout le monde, mais je déteste rater en partie cette opportunité. Mais donc, pour être rapide, ah oui, autre chose, je ne sais pas de faire une ambiance gothique, mais il n'y a pas beaucoup de lumière en fait chez moi. Donc, je vais vous parler, pas de tous les livres dont je voulais vous parler, mais en tout cas, pour commencer, de celui de François Despnous. François Despnous est un auteur important chez nous parce que ça a été un des tout premiers des éditions et qu'on en est à la publication de son 12 ou 13e livre, donc c'est quand même une longue histoire de fidélité. C'est un auteur qui a eu de très beaux succès, qui a eu de belles histoires, et notamment des livres qui ont inspiré le cinéma, plusieurs, mais celui dont peut-être plusieurs, qui aura marqué plusieurs d'entre vous,
a eu la chance d'être porté au cinéma par Jean Becker et est devenu le très beau film 2 jours à tuer. On vend des droits au cinéma et quand les films se font, c'est merveilleux, mais encore faut-il que derrière il soit beau et celui-là était vraiment particulièrement beau. Je ne vais pas vous parler de tout le reste de sa biographie, mais on pense, enfin on a déjà quelques confirmations là, avec le grand intérêt que la presse veut lui porter, que Le Roi nu-pied va être un des livres les plus importants pour lui, et donc pour nous, parce qu'il a toutes les qualités de son auteur, c'est quand même une immense empathie, une écriture au plus près des personnages, un talent pour aller vers... Enfin, c'est un auteur qui est à la fois accessible, mais qui en même temps ne renonce à aucune subtilité, et un grand sujet, parce que parfois un livre est porté par son thème. Et celui-là est intéressant parce qu'on pourrait croire que c'est l'auteur ultimement rusé qui a trouvé le meilleur sujet de l'époque, alors qu'en fait, c'est tout simplement un grand moment de sa vie qu'il nous livre. Je sais que j'ai le droit de le dire, hein, que c'est en grande partie autobiographique. Et un sujet qui, à mon avis, peut tous nous toucher. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça raconte l'histoire d'un homme qui pourrait lui ressembler, un homme d'un certain âge, puisqu'il est du mien, c'est-à-dire que la cinquantaine, et qui a acheté en bloc, vécu, et plutôt avec réussite, la promesse centrale de notre société et notre façon de vivre. Il est devenu publicitaire, ça lui a réussi. Il est plutôt content d'être français, plutôt content de vivre dans un pays capitaliste, une démocratie. Il est plutôt content d'avoir vécu les idées de son époque. Il a monté une famille, il s'est marié. Et il a, sans devenir un profiteur et pas du tout un noble personnage, réussi. Et cette idée d'avoir réussi est très importante. Et il lui est arrivé quelque chose de compliqué, c'est que plusieurs enfants, et l'un d'entre eux s'est éloigné de lui. Ça arrive de plein de différentes façons. Mais celui avec lequel il s'est fâché, c'était quelqu'un, un de ses garçons, qui, comme beaucoup aujourd'hui dans les nouvelles générations, très tôt et de façon un peu véhémente, a remis en cause cette société, qu'il trouvait laide, qu'il trouvait capitaliste, qu'il trouvait consumériste, qu'il trouvait vorace, qu'il trouvait écocide. Il l'a fait avec toute la fougue de sa jeunesse, à tel point que le père vivant ça un peu comme une rébellion que lui voyait un peu légère, peut-être cachant peut-être, je ne sais pas, un peu de paresse, un peu d'idéalisme, un peu de candeur. Et ils ont fini par un peu s'engueuler, un peu se repousser, et il a disparu. Et un jour, il regarde la télé, il voit une émission sur la ZAD, et il voit que son fils vit dans la ZAD et qu'il est zadiste. Et ces deux hommes-là, le père et le fils, ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas communiquer très simple parce qu'en fait, ils se repoussent pour d'assez bonnes raisons. Et les assez bonnes raisons, c'est qu'on comprend en quoi chacun est de son monde, chacun est de sa catégorie. Et là où François est malin, c'est que ça joue sur des choses simples. Qui parmi vous pourrait vraiment accepter que son fils adulte, arrivant avec la fin de sa vie, s'il sent mauvais, s'il n'a pas d'hygiène, s'il pue, s'il est sale. Enfin, des choses qui ne sont plus seulement du domaine de la politique, mais du domaine de la façon de vivre, des mondes. Et ces hommes que tout oppose devraient ne pas avoir de moyens de se réconcilier, si ce n'est que le roman, et ça c'est là où il est magique, je ne vous dirai pas exactement ce qui s'est passé dans la vie de François, mais à cette jolie idée que les gens qui ont acheté le modèle de notre société, je le dis avec absolument aucune ironie, et à qui ça a plutôt bien réussi, peuvent à un moment de leur vie connaître des échecs. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme qui n'a plus l'âge d'être un adolescent ni même d'un jeune homme, mais qui a dépassé la cinquantaine, quand il échoue? Quand toutes ces croyances qui l'ont porté à incarner un modèle et donc d'avoir une politique, des valeurs, des discours, ne marchent plus pour lui. Et que lui-même, progressivement, se voit déclassé. Quel est son regard sur la société? François le fait avec beaucoup de bonheur et pas comme une grande démonstration politique, mais tout simplement, il va nous montrer un homme chez qui le doute va s'insinuer. Et c'est pas du tout, n'imaginez pas, c'est beaucoup plus beau que ça, un type qui disait vive l'argent, vive le business, tout ça, c'est pas du tout, c'est jamais aussi. Mais c'est quelqu'un qui avait évidemment construit des certitudes et il n'a pas tort, on est un peu tous comme ça. Et le jour où lui-même est rejeté, le jour où doucement il descend, et ben finalement quelque chose s'infiltre, le doute, la question. Et ce qui est beau, puisqu'il n'est pas question que lui-même devienne zadiste ou que lui-même devienne aille aux manifestations d'extrême gauche, c'est que tout simplement, en fait, l'infiltration de ce doute va vers une jolie chose, qui est que ce père se dit, bah, tiens, je vais aller demander à celui qui me ressemble le moins. Et c'est donc l'histoire d'un homme qui croyait tout savoir, qui voit des questions s'ouvrir en lui,
et qui voit en fait dans ces questions, et sans avoir beaucoup d'espoir d'avoir des réponses qui vont le tirer ailleurs, c'est-à-dire qu'au moins ça vaut le coup d'aller les poser à celui qui le manque le plus et qui aura peut-être l'intuition de certaines façons de lui ouvrir les yeux. Ça, je vous rassure, encore une fois, c'est vraiment un auteur subtil. Il n'est pas question ici de redécouvrir et de proposer à la fin le projet d'un nouveau monde, mais au moins, s'il n'aura pas toutes les réponses, il a l'intuition, et ça c'est vrai, et c'est ce qui fait la beauté de ce roman, que dans tout ça, au moins, il aura certainement renoué le fil de la conversation avec quelqu'un qui était une des personnes les plus importantes de sa vie. Ça s'appelle Le Roi du Pied, et ça sort, si je ne me trompe pas, demain. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un auteur qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Fabien Vincent. C'est son deuxième livre. Le premier, très courageux, magnifique, était une autofiction sur un thème très délicat, et encore, on s'est rendu compte à quel point le livre, personne n'a voulu en parler, alors que tout le monde trouvait magnifique. Très délicat, qui est celui de l'inceste féminin. Ce premier livre, on ne va pas s'y étendre parce que là, encore une fois, je n'ai pas beaucoup de temps, mais ce livre était tellement fort, tellement beau, tellement romanesque, tellement porté par une langue, tellement parfait, sur un sujet atrocement difficile. Il m'avait tellement séduit, je me suis posé cette question que les éditeurs et les éditrices se posent souvent quand on reçoit un premier roman magnifique d'autofiction. C'est est-ce que c'était le livre d'une vie ou est-ce que c'est le premier roman d'un écrivain? J'ai été ébloui de recevoir son deuxième roman qui s'appelle Staline a bu la mer, puisque la réponse maintenant est claire. Fabien Vincent est un magnifique écrivain qui a à la fois qui a à la fois une langue, une ambition romanesque, dramaturgique, fondée sur sa grande culture classique et les moyens, évidemment, de développer. Staline a bu la mer est un roman qui pourra plaire à un large public. Moi, je pense à ceux qui aiment de la littérature russe ou ceux qui ont été marqués par Bulgakov, par exemple, et qui commence, et qui a une magie aussi d'un sujet qui correspond à son époque, mais qui recommence par un épisode romancé dans le livre, mais tout à fait réel, et qui est la fin de la vie de Staline. Staline, sur la fin de sa vie, avait atteint un degré de paranoïa qui est connu pour avoir, bon après je ne suis pas un spécialiste, mais qui frisait la folie. Enfermé dans son palais, évidemment, il passait chaque minute de ses journées à avoir peur du nouveau complot ou de l'assassinat. Il n'est pas totalement tort d'ailleurs. Et dans la première scène, la scène inaugurative du roman, il est persuadé qu'il est poursuivi par un courant d'air. Ça donne une tonalité de réalisme magique qui ne quittera d'ailleurs pas, qui ne quittera pas le livre jusqu'à la dernière page. Et ce courant d'air, il est persuadé qu'il vient de la mer d'Aral, que c'est un vent mauvais dû à un complot de sorcellerie, de chamanerie, puisque ce sont les spiritualités chamanes à cet endroit, qui lèvent depuis la mer un vent mauvais qui va finir par l'empoisonner. Et comme il est Staline, il décide de réagir. Il convoque les plus grands ingénieurs de l'Union soviétique et il leur dit « Vous allez me la vider, cette mer ». Ça, c'est le premier chapitre de ce roman extraordinaire. La réalité, puisque c'est fondé sur une histoire tout à fait vraie, c'est que Staline y avait pensé, et ça a été fait après lui, le plus grand écocide du XXe siècle, une histoire que je ne connaissais pas, a été réalisé par l'Union soviétique. Le plus grand désastre écologique de main d'homme du XXe siècle a été, pour des raisons absolument honteuse, c'est-à-dire que maquillé comme un génie de l'ingénierie humaine au profit plus ou moins de l'idée d'irriguer des plaines, mais en fait, surtout comme un moment d'hubris où l'Union soviétique, dans son matérialisme soviétique, avait décidé que le dernier ennemi que l'Empire pouvait vaincre, c'était la nature elle-même. Ils l'ont fait. Et dans la réalité, ils l'ont fait. Ils ont vidé la mer d'Aral. Revenons au livre. Staline convoque un jeune ingénieur qui va être le héros de ce roman et lui confie ce chef-d'œuvre. Lui est terrifié, évidemment, parce que technologiquement, scientifiquement, a priori, c'est quand même difficilement faisable. Mais comme il est empreint de la culture de son époque et de la grandeur de l'Union à laquelle il appartient, il va avoir à cœur d'y arriver. Et voilà donc ce jeune héros soviétique qui n'est pas décrit avec dédain ou n'est pas décrit avec ironie. On s'attache à lui, on s'attache à son héroïsme patriotique. Bon, on comprend dès le départ, il n'est pas naïf non plus. Il sait très bien que s'il rate, et il y a quand même de grandes chances qu'il rate, l'époque et son dictateur chéri font qu'il finira certainement dans un goulag. Et il se rend là-bas, dans cette contrée qu'il ne connaît pas, face à cette mer qu'il ne connaît pas, à ces peuplades qu'il ne connaît pas, et ces cultures qu'il ne connaît pas, parce que les cultures
chamaniques des peuplades de l'époque sont vraiment très éloignées, comme vous pouvez l'imaginer, du grand rêve soviétique. Et chef de projet du plus grand meurtre écologique de l'époque, qu'il va, avec talent, méticulosité, effort, mettre à bien, et là, comme dans l'histoire réelle, accomplir, puisqu'il réussira ce prodige de vider une mer. C'est l'histoire de ce roman, c'est l'histoire de ce jeune homme, ce sera le personnage principal. Il est construit de façon classique, mais bouleversante sur le fait que sa croyance et sa ferveur se heurtera à une rencontre d'une jeune femme d'une tribu locale, empreinte d'un regard vers la nature absolument différent du sien, dont il va tomber amoureux, très lentement et avec beaucoup et en essayant de se battre contre ses impulsions, puisqu'il sait ce que ça va lui coûter. Et c'est donc, pour ne pas vous gâcher la lecture du livre, aussi l'histoire d'un homme qui va essayer de lutter contre le mal qu'il est en train d'accomplir. Ce sera, bon, ça je peux vous dire que c'est trop tard, puisqu'ils l'ont vraiment vidé. Mais je vous laisse de voir dans ce Roméo et Juliette un peu tragique, je vous laisse deviner, je vous laisserai découvrir ce qu'il en adviendra. Le roman est assez bluffant, vraiment, sincèrement, dans le sens où il y a 1000 façons de décrire. Il y a quand même un caractère protéiforme à la littérature française contemporaine qui est assez admirable. Il n'y a certainement pas une façon de décrire un bon roman français en ce moment. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise du roman classique qui, à mon avis, pour vous tous, à mon lecture, va aussi œuvrer un peu comme avec une forme de nostalgie. Vous remontrant ce que c'est qu'un auteur qui prend un grand sujet, je ne dis pas que c'est le seul, hein, mais en plus, évidemment, on pourrait faire le parallèle avec le très bon Mage du Kremlin, mais ce que c'est que de reprendre un grand sujet, de le placer dans l'histoire, de développer en prenant son temps une histoire, de construire des caractères, et avec un élan comme ça, très construit. Et ça nous ramène à un truc intéressant, c'est qu'en fait, cette histoire, il l'avait dans la caboche depuis longtemps, et que c'est quand même incroyable, c'est que quand le manuscrit nous est finalement arrivé, ce genre de livre prend des années à écrire. Je dis, c'est fortiche parce que c'est bien, ça marche. Et je lui dis, ouais, bah, bien vu, c'est vrai que ça marche bien. Tout de suite, on a compris que tu faisais un parallèle avec Poutine, la folie du dictateur. Non, c'était pas du tout l'idée de départ. C'était vraiment la passion de qu'est-ce que c'est que quelqu'un, un jeune ingénieur soviétique qui veut vider une mer. Et c'est beau de voir les concordances qui peuvent apparaître comme ça alors qu'elles n'ont pas été instrumentalisées au départ. Quand la littérature est sincère, entre l'obsession d'un auteur, la façon dont il a abouti, puis à un moment, ça arrive et c'est étrange, puis c'est en écho total avec ce qu'on est en train de vivre. Là. L'hubris, la paranoïa, la façon dont un homme qui a trop de pouvoir se met à pouvoir à un moment, finalement par déshérence de l'âme, à se retrouver malheureusement quasiment avec le pouvoir d'un mauvais dieu. Donc je vous conseille absolument. Et encore une fois, je suis désolé, mais je vais m'arrêter là ce soir. Merci pour ces 2 livres, Anthony. C'était frustrant, Stéphane. Mais en effet, j'ai relu mon mail et en effet, j'ai inversé les deux. C'est pas moi, hein? Ouais, non, c'est pas toi, c'est moi. Okay. L'erreur est mienne. Je suis navré. Mais non, c'est pas grave. Merci à tous, ça m'a fait plaisir de vous voir. Merci infiniment, Stéphane. Et évidemment, il y a d'autres romans d'Anne Carrière qui sortent en même temps. Et vous pourrez les consulter aussi ailleurs sur le site notamment. Mais on espère t'avoir une prochaine fois, Stéphane, comme toujours. Toujours. Merci infiniment à tous les éditeurs et éditrices qui ont été présents ce soir. On se retrouve dimanche pour la prochaine avec 6 autres éditeurs et éditrices, j'imagine, pour le même plaisir. Merci à tous, merci infiniment. Au revoir tout le monde et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.